Hello Challenger, how are you doing? Moi ça va grâce à Dieu. Et bon retour dans cette série de lecture du livre de Gary Chapman dénommé Les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous? Nous sommes à la partie des stratégies pour améliorer votre mariage. Le thème est développer l'écoute. Développer l'écoute. Prions. Père, merci pour ce moment. Fais-nous du bien, enseigne-nous et aide-nous à mettre en pratique. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. La capacité de parler et celle d'écouter sont deux des principales caractéristiques de l'être humain. Les animaux ne s'assoient pas autour d'un feu de camp pour partager des souvenirs vieux de plusieurs années, ni pour discuter de leurs projets d'avenir. La communication orale est le fondement de toute culture. Cette aptitude à parler et à écouter permet de faire circuler des idées. Dans le couple, rien n'est plus essentiel que la parole et l'écoute. Cet échange simple est un véhicule grâce auquel les époux traversent la vie ensemble, membres d'une même équipe. La libre communication permet au mariage de rester au printemps et en été. À l'inverse, le manque de communication entraîne la venue de l'automne et de l'hiver. Parler et écouter, cela semble tellement simple. Alors, comment se fait-il que les personnes divorcées que l'on interroge sur les causes de l'échec de leur mariage répondent dans 87% des cas qu'il s'agit d'un manque de communication? Ces mariages auraient-ils pu être sauvés et restaurés? Je crois que la réponse est oui, à condition que les couples aient appris quelques règles de communication constructive. La clé d'une meilleure communication entre époux se trouve dans le développement de l'écoute empathique ou compréhensive. Empathie signifie que l'on entre dans l'univers de l'autre et qu'on essaie de se mettre à sa place et de voir le monde de son point de vue. Un mari empathique cherche à comprendre ce que vit sa femme, ses pensées, ses sentiments, ses désirs. Une épouse empathique agit de même envers son mari. Elle essaie de comprendre ses rêves, ses espoirs, ses craintes. Une telle écoute encourage l'autre à parler parce qu'il sait qu'il sera entendu. Malheureusement, nous avons tendance par nature à être des auditeurs qui jugent. Nous évaluons ce que l'autre nous dit à l'aune de notre propre opinion sur la situation et nous répondons en énonçant notre jugement. Cette écoute critique tend à stopper le flot de la communication et nous nous étonnons que notre conjoint ne parle pas davantage. Faute de recourir à l'art de l'écoute empathique, nous sabotons notre intimité. Cette intimité à laquelle nous aspirons tant. Le but de ce chapitre est de vous aider à apprendre à favoriser la communication positive grâce à l'écoute. Il se peut que vous ayez besoin de changer radicalement votre façon de converser avec votre conjoint. Cela vous demandera certainement des efforts et de l'entraînement. Mais vous en tirerez un bénéfice évident. Pour la plupart d'entre nous, l'écoute compréhensive requiert un important changement d'attitude. Nous devons passer de l'écoute égocentrique, en parenthèse qui nous conduit à ne considérer la conversation que de notre point de vue, à l'écoute empathique, en parenthèse qui nous permet d'adopter la même perspective que notre conjoint. Le but de l'écoute empathique est de voir le monde avec les yeux de notre partenaire et ainsi de comprendre ce qui se passe en lui. Cela concerne à la fois sa perception des choses et ses sentiments. Ce dernier point est important, vous ne comprendrez jamais votre conjoint si vous limitez votre écoute aux perspectives, aux opinions et aux désirs. Vous devez comprendre les sentiments qui se cachent derrière les pensées. Le mari déclare « Je crois que je vais arrêter le sport ». Et l'épouse qui répond « Pourquoi donc ? Ça ne va pas t'aider à régler ton problème de poids ». Ont un dialogue, mais dépourvu de compréhension. Si en revanche la femme répond « Pourquoi dis-tu cela ?»
À quoi le mari réplique: parce que j'en ai assez des moqueries des autres gars de l'équipe. Ils s'engagent tous les deux sur la voie de la compréhension. S'ils poursuivent ce processus d'écoute empathique, ils devraient finir par se comprendre mutuellement. Vous vous dites peut-être: je serais heureux d'écouter mon conjoint et d'essayer de le comprendre si seulement il disait quelque chose. Si votre partenaire ne communique pas, je peux vous garantir qu'il existe une raison ou des raisons à son silence. Votre mari n'a peut-être pas été encouragé à parler lorsqu'il est enfant. Ses idées n'étaient peut-être pas prises en compte par ses parents. D'où l'attitude suivante: pourquoi parler? Personne ne m'écoute de toute façon. Votre femme a peut-être essayé de communiquer ses pensées et ses opinions, mais s'est sentie dénigrée ou jugée. Par conséquent, elle a raison. Elle raisonne ainsi: qui a envie d'être jeté? Il vaut mieux que je n'ouvre pas la bouche. Il peut aussi s'agir tout simplement d'une question de personnalité. Ma profession m'a donné l'occasion de constater qu'il existe deux types de personnalités en ce qui concerne la parole. Le type mère motte et le type torrent babillard. Chez une mère motte, les informations entrent à flot, mais jamais rien ne sort. Tout comme la mère motte en Israël, laquelle n'a pas d'embouchure et ne peut que recevoir de l'eau du Jourdain et la stocker. Les personnes appartenant à cette catégorie emmagasinent des pensées, des sentiments, des expériences tout au long de la journée, mais elles n'en discutent pas, sans que cela les perturbe le moins du monde. Si vous demandez à l'une de ces personnes qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ne parles-tu pas, elle vous répondra probablement: tout va bien. Qu'est-ce qui te fait penser que ça n'est pas le cas? Pour une personnalité mère motte, il est parfaitement naturel de ne pas parler. Le type opposé est celui du torrent babillard. Quoi que ces individus voient ou entendent, il faut qu'ils en parlent. Si personne n'est à la maison pour les écouter, ils téléphonent à quelqu'un pour lui dire: tu sais ce que je viens de voir, tu sais ce que je viens d'entendre. Ils ne peuvent rien garder pour eux. Ces deux personnalités se marient souvent ensemble. Les torrents babillards sont attirés par les mères mottes, car ces dernières sont des merveilleux auditeurs. Les mères mottes se sentent à l'aise avec les torrents babillards, car elles ne se sentent pas contraintes de parler. La bonne nouvelle, c'est qu'une mère motte peut apprendre à parler et qu'un torrent babillard peut apprendre à ralentir le débit. La communication efficace est un choix. L'écoute empathique encouragera un conjoint de type mère motte à s'exprimer en créant une atmosphère dans laquelle il sentira un intérêt réel pour ce qu'il veut dire. Si des sentiments négatifs se sont développés au cours de l'enfance ou pendant le mariage, l'écoute compréhensive contribuera à porter la guérison. En fait, le moyen le plus rapide de traiter de manière constructive les problèmes consiste à faire ressentir de la personne qu'elle est entendue et comprise. On me pose fréquemment cette autre question: comment puis-je écouter de façon compréhensive mon conjoint alors qu'il m'adresse des critiques et des paroles désagréables? Là encore, la réponse réside dans la compréhension de ce qui se trouve derrière les remarques acerbes. En général, un conjoint qui émet des critiques a le cœur rempli de douleur et de colère en raison de mauvais traitements passés. Nous sommes tous humains et nous avons tendance à nous tenir sur la défensive lorsque notre amour-propre est menacé. Mais étant donné que l'écoute empathique s'intéresse à la fois aux sentiments et à la perception, elle représente le moyen le plus efficace d'aider les gens à traiter leur souffrance et leur colère. C'est pourquoi elle constitue l'une des compétences principales de tout bon conseiller.
Je ne vous propose pas de devenir le thérapeute de votre conjoint. Je dis simplement que si vous apprenez l'art de l'écoute, vous deviendrez une partie de la solution plutôt qu'une partie du problème. L'écoute empathique sert également à forger la bonne opinion que votre conjoint aura de lui-même. Quand le respect qu'il se porte sera restauré, il sera moins sur la défensive. Même si votre partenaire a des problèmes de communication, l'écoute compréhensive peut créer un climat propice à détecter ses dysfonctionnements et à changer ses manières de faire. L'écoute critique, en revanche, ne fait que maintenir le problème. C'est pourquoi de nombreux couples en viennent à dire « Nous n'arrivons tout simplement pas à communiquer, alors pourquoi essayer ?» L'automne se change alors en hiver et l'hiver finit souvent en divorce. Je répète que je suis convaincue que beaucoup de ces divorces auraient pu être évités si au moins l'un des époux avait découvert le pouvoir extraordinaire de l'écoute empathique. Sous-thème, apprendre à écouter avec empathie. Les auditeurs empathiques abordent chaque conversation en essayant de comprendre l'autre. Je veux savoir ce qui se passe dans la tête et le cœur de mon conjoint. Je veux entrer dans ses joies et dans ses peines. Atteindre ce niveau de compréhension est essentiel si vous voulez que votre mariage gagne en intimité. Sous-thème, être disposé à comprendre. L'écoute empathique se caractérise notamment par le fait d'être disposé à comprendre l'autre. Ce n'est pas un détail et pour la plupart d'entre nous, cette attitude n'est pas facile à adopter. Comme l'a dit fort justement le psychologue Paul Tournier, chacun parle d'abord pour exposer ses propres idées. Extrêmement peu d'échanges de points de vue manifestent un réel désir de comprendre l'autre personne. Par nature, nous sommes tous égocentriques. Le monde tourne autour de nous. Ma manière de penser et ce que je ressens compte plus que tout. Nous faisons un pas de géant vers la maturité lorsque nous choisissons d'adopter une attitude d'empathie en cherchant honnêtement à comprendre les pensées et les sentiments de l'autre. Sous-thème, s'abstenir de juger. L'écoute empathique consiste également à choisir de nous abstenir de juger les idées de notre conjoint. Là encore, il nous faut peut-être opérer un changement radical par rapport à notre tendance naturelle. Après tout, nous avons une opinion sur pratiquement n'importe quel sujet et nous sommes convaincus que notre opinion et notre point de vue est juste. Si ça n'était pas le cas, nous changerions d'opinion, n'est-ce pas? Mais lorsque nous disons la manière dont je vois la situation équivaut à la manière dont elle se présente réellement, nous ne tenons pas compte du fait que notre conjoint raisonne certainement de même de son côté. Comme nous sommes tous les deux égocentriques, nous avons souvent des points de vue divergents sur la même situation. Cela fait tout simplement partie de notre condition d'être humain et de couple. Les deux époux voient souvent les choses tout à fait différemment. Si j'écoute ma femme dans l'idée de clarifier et d'éclairer, je ne la comprendrai jamais. Et la plupart de nos conversations se termineront en dispute sans qu'aucune solution soit trouvée. Nous nous sentirons alors comme des ennemis plutôt que des amis, comme des adversaires plutôt que des coéquipiers. C'est cette propension au jugement qui, chaque jour, fait tourner au vinaigre les conversations de milliers de couples. Lorsqu'une épouse dit « je pense que je vais devoir démissionner » et que le mari répond « tu ne peux pas faire ça, on ne pourra pas s'en sortir sans ton salaire. Et rappelle-toi que c'est toi qui voulais acheter cette maison. » Ils sont tous les deux prêts pour une dispute acharnée, à moins qu'ils ne décident de se replier sur eux-mêmes et de s'ouvrir en silence et de souffrir en silence, tout en se reprochant l'un à l'autre le froid hivernal qui s'installe dans leur mariage. Combien différente peut être cette conversation si le mari s'abstient de porter un jugement et s'il répond plutôt à sa femme, on dirait que tu as eu une journée difficile au travail, chérie. Tu as envie d'en parler?
Il se donne alors la possibilité de comprendre son épouse. Et si elles se sentent comprises, ils pourront prendre ensemble une sage décision concernant son emploi. C'est l'absence de jugement qui permet à la conversation de se poursuivre. Sous-thème, soutenir même en cas de désaccord. La troisième caractéristique de l'écoute empathique, ça devait être la plus importante mais également la plus difficile. Soutenez votre conjoint même lorsque vous êtes en désaccord avec ses idées. Comment y parviendriez-vous? En le remerciant d'avoir partagé ses idées et ses sentiments avec vous. En d'autres termes, vous lui dites que vous appréciez son esprit d'ouverture et son honnêteté envers vous. Le soutien va largement au-delà d'un simple refus d'émettre un jugement. Quand vous soutenez votre partenaire verbalement, vous lui donnez la liberté d'avoir des idées qui diffèrent des vôtres et des sentiments que vous n'éprouveriez pas dans une situation comparable. Votre soutien pourrait s'exprimer ainsi. J'apprécie que tu partages tes idées et tes sentiments avec moi. À présent, je peux comprendre pourquoi tu te sentais tellement blessé. Si j'étais à ta place, je suis sûre que j'éprouverais la même chose. Je veux que tu saches que je t'aime très fort. Cela me fait mal de voir que tu as mal. Mais au moins, maintenant, je sais ce qui se passe en toi. Et j'apprécie que tu me parles ouvertement. Il est évident que tout cela me touche et me fait naître en moi une réflexion et des sentiments. Je ne suis pas sûre de savoir les traduire en paroles, mais je suis prêt à essayer quand tu seras disposé à m'entendre. Mais je t'en prie, sache que je suis avec toi, je t'aime et je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Un partenariat qui entend ses propos, qui entend ses propos encourageants peut ne pas être immédiatement prêt à écouter le point de vue de son conjoint, mais en tout cas, il se sent compris et soutenu. Rien n'est plus important que le soutien pour créer une atmosphère dans laquelle l'un des époux finira par se sentir inclin à écouter l'opinion de l'autre. En apprenant à soutenir votre conjoint, que vous soyez ou non d'accord avec ses idées, vous créez un climat qui l'encouragera à partager librement ce qu'il ressent et vous préparez le terrain à recevoir les graines du travail d'équipe. Ces graines finiront par germer pour devenir des fleurs printanières et estivales. Sous-thème, attendre pour exprimer ses propres idées. Enfin, l'écoute empathique implique surtout que vous fassiez part de vos idées uniquement lorsque votre conjoint se sent compris. Comme dans le cas des autres mesures à prendre, celles-ci risquent d'exiger un immense changement des habitudes de communication. Nous sommes naturellement prompts à faire connaître nos idées. En fait, selon une étude, nous écouterions notre interlocuteur en moyenne pendant 17 secondes avant de l'interrompre pour lui donner notre avis sur le sujet abordé. C'est de l'écoute purement et simplement égocentrique. La conversation a peu de chances d'être fructueuse. L'écoute empathique, au contraire, crée un climat positif dans lequel votre conjoint aura certainement envie d'entendre ce que vous avez à lui dire. Quand votre partenaire se sentira compris et non pas condamné, il sera nettement plus disposé à écouter votre point de vue. L'écoute compréhensive stimule les sentiments favorables. L'erreur la plus courante est d'exprimer prématurément ses idées. Ce genre de comportement finit presque toujours en dispute stérile qui éloigne encore davantage les époux et rapproche un peu plus le mariage de l'hiver. Véronique a assisté seule à l'une de mes conférences. Voici en quels termes elle m'a décrit son union. Ce n'est pas joyeux. Nous sommes franchement en hiver. Je n'ai pas envie de rentrer à la maison le soir et d'avoir à faire face à mon mari. J'aimerais que notre situation se transforme. Je sais que nous devons changer tous les deux. J'ai tendance à l'exclure de ma vie. Je ne lui parle pas. Quand nous essayons de disputer, nous nous disputons.
Sur tous les sujets, je ne l'écoute pas et il ne m'écoute pas. Je lui ai parlé au téléphone hier soir après notre entretien. Il est d'accord pour lire un livre avec moi. J'espère que notre mariage pourra s'améliorer. J'avais l'impression que si Véronique réussissait à apprendre l'art de l'écoute compréhensive, elle arriverait à faire revenir le printemps dans son mariage. Quelles sont les techniques qui peuvent aider Véronique et vous-même à développer les capacités d'écoute empathique? Sous-thème, les techniques de l'écoute compréhensive. Les éléments que je m'apprête à vous soumettre n'ont rien de mystérieux. Je ne les ai pas développés d'un jargon de psychologue. Mais, même s'ils sont faciles à comprendre, les mettre en œuvre efficacement nécessite un effort conscient et de la pratique. Je vous suggère de lire et de relire la liste suivante jusqu'à vous approprier les idées présentées. Mettez-les en pratique. Vous aurez vraiment besoin de pratique. Et vous verrez votre communication s'épanouir. Point numéro 1, écoutez avec vos yeux. Accordez votre entière attention à votre conjoint. Éteignez la télévision, posez votre livre ou votre journal et regardez votre mari ou votre femme. Le contact visuel transmet ce message. Ce que tu es en train de dire est important pour moi. Point numéro 2, écoutez avec votre bouche. Gardez-la fermée pendant au moins 5 minutes. Si vous lancez vos idées trop tôt, cela indique que vous n'êtes pas en mode d'écoute compréhensive. Tant que votre conjoint parle, votre rôle est d'écouter. Souvenez-vous que votre objectif est de découvrir ce qui se passe dans sa tête et son cœur. Point numéro 3, écoutez avec votre cou. Hocher la tête indique « J'essaie de comprendre ce que tu dis, je suis avec toi ». Point numéro 4, écoutez avec vos mains. Ne jouez pas avec un stylo, du papier ou la télécommande du téléviseur. Laissez vos mains reposer le long de votre corps ou sur vos genoux. Ne les croisez pas sur votre nuque et ne les étirez pas vers le plafond comme si vous vous ennuyez. Point numéro 5, écoutez avec votre dos. Adossez-vous de temps en temps à votre siège au lieu de rester rigide. Un léger mouvement du corps vers l'avant signifie « Tu as toute mon attention ». Point numéro 6, écoutez avec vos pieds. Ne bougez pas sans cesse. Ne sortez pas de la pièce pendant que votre conjoint parle, à moins bien sûr qu'il y ait une urgence dans la pièce voisine. Si cela se produit, expliquez à votre conjoint pourquoi vous partez. Dites par exemple, chérie, laisse-moi aller éteindre le feu de la cuisine, je reviens tout de suite. Point numéro 7. Guettez les sentiments aussi bien que les faits. Si vous vous contentez d'écouter et de répondre à ce que dit votre conjoint en ignorant ses sentiments, il n'aura pas l'impression d'être compris. Point numéro 8. Pendant que vous écoutez, essayez de voir la situation en adoptant le point de vue de votre conjoint. Cherchez à comprendre l'interprétation qu'il fait de la situation et ses sentiments face à elle. C'est difficile car les êtres humains sont naturellement égocentriques, mais c'est essentiel si vous voulez devenir un auditeur compréhensif. Point numéro 8. Résistez à l'envie de donner votre opinion avant que votre conjoint ne se sente compris. Ne lui dites pas qu'il se trompe sur les faits, qu'il a mal interprété vos intentions ou qu'il n'a pas le droit de se sentir en colère ou déçu. Ne partagez jamais votre point de vue avant d'avoir compris celui de votre conjoint. Une fois qu'il se sentira compris, il sera nettement plus disposé à écouter votre opinion et nettement plus capable d'y parvenir. Point numéro 10. Vérifiez que vous avez bien saisi les idées de votre conjoint en posant des questions qui reprennent ce que vous venez d'entendre. Je crois que tu penses que... Est-ce que je me trompe? Lorsque votre conjoint répond à la question, faites un signe d'assentiment avec la tête. N'entrez pas dans une phase de combat, même si vous n'êtes pas d'accord avec ses propos.
Point numéro 11. Vérifiez que vous avez bien saisi les émotions de votre conjoint en posant des questions qui reprennent ce que vous venez d'entendre. Il me semble que tu es déçu parce que... C'est exact. Votre conjoint peut soit approuver, soit répondre par exemple déçu. Dit plutôt blessé, en colère et frustré. Là encore, un hochement de la tête de votre part signifiera j'écoute ce que tu me dis. Point numéro 12. Résumez ce que vous avez compris des pensées et des sentiments de votre conjoint. Tu dis, si j'ai bien compris, que tu es blessé et en colère parce que tu as l'impression que je t'ai laissé tomber en ... Est-ce exact? Quand votre conjoint vous confirme que vous comprenez ce qu'il pense et ressent, vous êtes prêt pour l'étape la plus importante de l'écoute compréhensive, le soutien. Point numéro 13. Approuvez verbalement les pensées et les sentiments de votre conjoint. Vous pourriez prononcer une phrase de ce genre. En t'écoutant, je me rends compte à quel point tu te sens blessé, en colère contre moi. Si j'étais à ta place, je suis sûre que je ressentirais la même chose. Ce serait en effet le cas si vous considériez la situation de votre point de vue. Apportez verbalement votre soutien aux pensées et aux sentiments de votre conjoint. Faites de vous un partenaire compréhensif et non un ennemi. Point numéro 14. Demandez la permission de donner votre point de vue. Une fois que vous avez parfaitement entendu votre conjoint et que vous comprenez ce qu'il pense et ressent, vous pourrez certainement exprimer votre opinion. Vous pourriez dire par exemple, j'apprécie vraiment que tu aies partagé cela avec moi. À présent, je comprends pourquoi tu étais bouleversé et pourquoi tu ressentais telle et telle émotion. Telle ou telle émotion. Puis-je te faire part maintenant de mon opinion, car je pense que cela te permettra de savoir ce qui se passait en moi pendant tout ce temps. Si votre conjoint est ouvert, entre parenthèses, ce qui est généralement le cas lorsque se sent compris, vous devenez libre de donner votre opinion sur ce que vous avez fait et sur les raisons de vos actes. En écoutant de façon compréhensive votre partenaire, vous créez un cadre propice à le rendre lui aussi plus disposé à vous écouter vraiment. Quand deux personnes cherchent à se comprendre mutuellement, elles y parviennent souvent. Ensuite, elles peuvent essayer de trouver une solution à leurs problèmes. Quand elles tentent de résoudre, plutôt que de gagner une dispute, non seulement elles trouvent des solutions, mais en plus l'intimité réapparaît entre elles. Pour qu'un mariage automnal ou hivernal se retrouve au printemps ou en été, rien ou presque n'égale le pouvoir extraordinaire de l'écoute empathique. Ainsi prend fin le chapitre du jour. Nous sommes sur les 7 stratégies pour améliorer les saisons de votre mariage et nous étions à la stratégie numéro 4, développer l'écoute. Et nous avons vu que l'écoute empathique est l'idéal et elle a 4 étapes. Lorsqu'on suit ces 4 étapes, nous parviendrons à comprendre la situation de notre partenaire et à avoir un esprit disposé à l'écouter et à ce qu'il nous écoute en retour, tout dans la paix. C'est avec joie que je vous ai lu ce chapitre. N'hésitez pas à le partager à un couple que vous connaissez pour que cela nous fasse tous du bien en apprenant de ce grand auteur Gary Chapman. Moi, c'est Souveraine. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez. Shalom chez vous. Le prochain épisode parlera de aider votre conjoint à réussir dans la vie. Que Dieu nous bénisse.